Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette semaine de Dark Romance, comme je vous l'avais promis, à cause de vos demandes incessantes pour la saga Legacy of God. Donc je m'exécute. On va aujourd'hui aborder le tome de God of Pain de Rina Kent des éditions BMR. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous demander de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Ça m'aide énormément. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Je vous jure sur tout ce qui m'est sacré que je tourne cette vidéo à 3h06 du matin, que je suis crevée, mais que je viens de finir le livre et que je me suis dit c'est le moment parfait pour tourner parce que je vais vous donner le meilleur contenu vu que je viens de faire mes livres. Alors, nous aider avec un abonnement et un like, c'est vraiment top. Merci à tous ceux qui le font encore une fois. On commence cette vidéo avec Annika. Annika, je vous ai fait une vidéo, 3 vidéos même complètes sur la trilogie de ses parents, donc Vow of Deception. Annika, c'est la fille cadette de Lia et de Adrian Volkov. Il y a toute une trilogie sur eux, elle est incroyable. Je vous ai fait tout le résumé, plus mon avis. Je vous mets tout dans le petit i, foncez si ça vous intéresse. Elle a son aîné qui était aussi dans Vow of Deception, Jérémy Volkov. Et c'est pas une famille conventionnelle, c'est une famille de mafieux, c'est une famille qui est dirigée par Adrian, qui lui-même est un haut placé de la Bratva. Il est très 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 dur en ce qui concerne sa famille, ses affaires. C'est le mec qui rigole pas quoi. Si tu te le mets à dos, tu peux être sûr que tu vas pas en sortir indemne. Et il a laissé sa cadette aller à une île en Angleterre, je crois que ça s'appelle Birmingham, un truc comme ça, pour finir ses études de danseuse classique, parce que c'est sa passion de faire ça dans l'avenir, tout comme sa mère Lia Volkov. D'abord, ils étaient très réticents à l'idée de laisser leur jeune adolescente de 18 ans, qui entre à peine dans l'âge adulte, aller à l'autre bout du pays parce qu'ils habitent à New York pour faire ses études. Mais comme son grand frère Jérémy, lui, il était déjà dans cette fac, ils se sont dit pourquoi pas. Et puis, c'est vraiment la mère de Annika qui a convaincu son père qu'elle était assez grande pour avoir ses propres expériences. Et vu que Adrian, il est totalement fou de sa femme, genre c'est le mec qui est tellement amoureux de sa femme qu'il peut absolument rien lui refuser, même si il sait que c'est pas très safe et qu'il est pas d'accord, ben il va prendre des mesures pour que tout se passe comme ils veulent, mais tout en gardant sa famille safe. Je vous donne un exemple très rapide. Quand leur fille Annika, ben, elle était à l'âge d'aller au lycée, elle était encore scolarisée à la maison, mais elle en avait marre de toutes ces restrictions étant une princesse mafieuse. Du coup, elle a supplié sa mère de demander à son père de la laisser aller à l'école. Il a fait quoi, le mec? Il a acheté toute l'école et il a placé ses gardes absolument partout pour que sa fille ait une vie sociale, mais qu'en même temps, elle réussisse, il réussit à garder un œil sur elle et à s'assurer que personne ne s'approche d'elle ni ne lui fasse du mal. Donc, il trouve toujours des alternatives. Et là aussi, elle est en Angleterre et certes, elle n'a pas autant de gardes que quand elle était aux États-Unis, sauf quand elle va chez son frère. La maison, elle est franchement encerclée de gardes de partout, mais elle a un peu plus de liberté quand elle va sur son campus. Et vu que l'université de son frère, la King's University, elle n'a pas de programme pour danse classique, elle va dans la Royal Elite University, là où était Glyndon, Ava, Cécilie, toute la clique. Et vraiment, Annika, c'est la personne la plus douce, la plus gentille, la plus aimante que quelqu'un peut rencontrer dans sa vie. Elle fait du bénévolat dans un refuge. Elle aime être aimée, au fait, elle aime être gentille, elle aime être sociable. C'est vraiment the social butterfly. Ben, c'est la fille clean, la fille qui mange sainement parce qu'elle a un but de carrière dans la vie, toujours souriante, toujours aimable, un vrai rayon de soleil, la petite. Elle s'habille toujours en pourpre parce que c'est sa couleur préférée et elle considère que rien ne peut égaler cette couleur. Et Annika, quand elle débarque à la Royal University, elle fait connaissance avec Ava et Glyndon. Et dès le premier jour, elle se lie d'amitié à un tel point où elle et Ava, elle commence à mettre des tenues assorties. Ava en rose, Annika en pourpre.
elles vivent dans le même appartement et forcément, quand tu vis dans le même appartement que quelqu'un, tu finis par fréquenter son cercle, notamment Creighton. Creighton, c'est le cousin de Glinden. Mais vu que, suivez-moi bien, Ava, Cecily, Glinden et Annika vivent dans le même appartement, le cousin de Glinden, Creighton, vient souvent parce que son autre cousin, parce que Creighton, c'est son cousin du côté paternel, c'est le fils de son oncle. Et Rémi, celui qui amène toujours Creighton aux soirées, c'est le fils de sa tante. L'un, c'est du côté du paternel, l'autre du côté maternel. Mais ils s'entendent super bien ensemble, ils se sont toujours adoptés l'un l'autre. Donc Rémi, franchement, à chaque fois qu'il débarque, il ramène Creighton parce que c'est un peu son parrain, je vais dire. Il est toujours là à essayer de le sociabiliser, de le faire rire, d'essayer de lui faire comprendre c'est quoi la vraie vie parce que maintenant on passe à parce que Creighton, il faut savoir que c'est un cas très spécial. On apprend déjà que très tôt dans sa vie, quand il avait à peine 3 ans, ses deux parents biologiques sont morts dans des circonstances terribles, qu'il en est resté traumatisé toute sa vie, mais pas à cause de ses parents, parce qu'en fait, ses parents le maltraitaient. Il mangeait pas à sa faim, il faisait que vivre dans une peur constante. Son père est mort et il a laissé sa famille en ruine, alors qu'ils étaient très fortunés avant. Et sa mère biologique, elle a très clairement mal géré la situation et Creighton en est resté traumatisé à vie, jusqu'au jour où il a été adopté par Elsa et Eden, les protagonistes de Deviant King. Là aussi, il y a une trilogie complète sur ma chaîne si ça vous intéresse. J'ai fait le tour, vous inquiétez pas. Et Creighton, il est vraiment tellement traumatisé de tout ça qu'il a développé une espèce de mutisme où il parle que très 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 rarement. Il ne parle que par monosyllabes et encore, c'est au moment où il lâche une phrase, le mec. Il parle vraiment que si c'est nécessaire. La plupart du temps, il parle plus avec ses yeux qu'avec sa langue ou sa bouche. Et le jour où ils se sont rencontrés avec Annika dans ces circonstances-là, donc ils ont débarqué dans leur appartement avec du fish and chips et tout le monde a sauté dessus. Et Annika, quand elle a vu Rémi et Creighton débarquer, elle a tout de suite été attirée par lui. Vous voyez, comme un vrai papillon. Et quand elle a vu qu'il mangeait du fish and chips, elle n'en a jamais goûté de sa vie. Donc, si elle est américaine, elle vient de débarquer. Et la première chose qu'elle lui demande, c'est est-ce que je peux goûter un morceau? Pas question, ma nourriture, c'est privé. Mais il ne lui dit pas, il arrache juste l'assiette et il la laisse pas y toucher. Elle est frustrée, mais elle est attirée par lui d'une manière que elle-même ne sait pas l'expliquer. Elle trouve qu'il est intrigant, qu'il est très beau, que sa couleur d'yeux est à tomber par terre. Il a une couleur très très spéciale et elle adore pouvoir être celle qui va le sortir de cette bulle de solitude et le rendre un petit peu sociable par rapport à ce qu'il est actuellement. Sauf que Creighton, il est pas réceptif du tout à ce que Annika fait. Même si elle essaie, par exemple, de lui créer un compte Instagram parce qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux, il va pas l'ouvrir ou il va pas poster ou il cherche même pas à comprendre. Au fait, il s'en fout. Elle le texte, elle lui envoie des messages, des photos, mais il a jamais répondu. En fait, c'est le mec qui s'en fout des efforts de la fille et qui lui fait clairement comprendre qu'il n'est pas intéressé. Et elle, au début, elle était obstinée à l'idée de changer Creighton, mais de fil en aiguille, elle a remarqué que, en fait, elle faisait que de se brûler les ailes. Du coup, elle a abandonné. Et c'est en fait là que l'obsession de Creighton a commencé pour Annika, parce qu'il a vu qu'elle lui envoyait plus rien, qu'elle essayait plus de lui parler, que même quand ils avaient des conversations, quand ils étaient avec les groupes, elle évitait son regard, elle évitait de lui parler, et lui, ça lui a pas plu du tout. Du coup, à un certain moment, on découvre que Creighton, il a une espèce de passion pour le BDSM. Le BDSM très très hard. Il va dans un club avec son cousin, sauf que dès qu'il rentre et qu'il voit la meuf soumise qui n'attend que lui, il n'a aucune envie de la toucher. Même, je peux dire qu'il est dégoûté à l'idée de la toucher. Il veut juste se barrer et c'est ce qu'il a fait. Il a tourné les talons, il est sorti du club.
Quand il est parti, ben, il s'est posé et il a commencé à regarder des photos de Annika et il a commencé à la texter. Ben, du coup, Creighton, il décide de se rapprocher d'Annika. C'est une pulsion qui est plus forte que lui, au fait. Même lui, il comprend pas pourquoi il a ce besoin d'être près d'elle. Elle a été tellement choquée qu'elle lui a dit ben, t'as été kidnappé, qu'est-ce que t'as fait avec Creighton? C'est pas possible. Mais non, c'était bel et bien Creighton parce qu'il commençait à comprendre qu'il développait des sentiments pour Annika. Même son cousin Rémi il lui a envoyé un texto, il lui a dit ben, j'allais avoir du plaisir avec une fille, mais dès que je me suis approchée d'elle, j'ai vu le visage d'une autre fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rémi répond, bah en fait, tu es en train de tomber amoureux d'elle, frère, c'est tout. Et lui, il dit, pas possible, moi je suis pas le mec à sentiments, c'est pas fait pour moi, j'ai jamais eu de coup de foudre pour cette fille. En plus, elle m'agace, c'est pas vrai. Et lui, Rémi, il répond, bah en fait, ça n'a aucune importance tout ça, parce que si tu as vu sa tête au moment de donc, c'est que quelque part, cette fille te plaît, même malgré que c'est juste le fait que tu refuses de te l'avouer. Et dans ces circonstances-là, ben, Creighton, il décide d'aller dans ce refuge et d'essayer d'aider les gens qui travaillent là-bas. Et il a surpris tout le monde parce que c'était la première fois qu'il se pointait et personne ne savait qu'il avait cet intérêt pour les animaux. Cécile et Annika les premières. Et quand il débarque, il va direct chez Annika et lui demande qu'est-ce que je peux faire. Elle pense au début que c'est une blague, qu'il se fout de sa gueule, mais ensuite elle lui dit ben il y a des sacs de nourriture dehors, tu dois les rentrer, ils pèsent très lourd. Là, le mec, il finit par avoir tout le refuge dans sa poche parce qu'il décide d'enlever son t-shirt et de nous la faire vraiment film des États-Unis, quoi, où tu vois le beau gosse avec des biceps et des abdos, tablettes de chocolat parfait, en train de soulever des sacs de nourriture. Et là, c'est tout le refuge qui est sorti par la fenêtre et qui observait les magnifiques abdos de Creighton monter et descendre avec les sacs. Quand je vous dis qu'il s'est fait une foule d'admirateurs rien qu'en déplaçant des sacs, croyez-moi, il y en a à l'appel. Anyway, je vous avais dit que Annika, c'était une princesse mafieuse, n'est-ce pas? Mais ce que je vous ai pas dit, mais ce dont vous vous doutez peut-être, c'est que les princesses mafieuses, elles sont destinées à épouser des mafieux quand elles grandissent. Et Annika ne faisait pas exception à la règle. C'est une Volkov et elle aurait très bien pu se faire fiancer par Adrian pour ben, solidifier ses liens ou de l'argent ou des trucs comme ça. C'est la Bradva. Mais elle a décidé d'essayer d'échapper à ce destin. Et du coup, elle en a parlé à sa mère. Et sa mère lui a dit que ben, son père, qu'il l'aiderait, surtout si elle tombait amoureuse de quelqu'un de totalement random, et qu'elle n'avait pas à s'en faire pour ça. Ses parents l'aimaient et ils la soutiendraient toujours. Sauf qu'elle, elle avait toujours cette peur parce que ben, le devoir de son père au sein de la Bratva, il était très très important, mine de rien. Et elle a décidé de se créer un faux petit ami, surtout après ce que sa mère lui avait dit, comme quoi son père allait toujours être de son côté si elle trouvait l'amour. Du coup, elle se dit, c'est ma seule solution. Si je fais croire à mes parents que je suis in love avec quelqu'un, ils vont pas me marier de force à un mec de la Bradva dont je connais même pas le nom. Et du coup, elle en parle à son cercle de potes. Vous vous rappelez Ava, Cecily, Glinden, elle leur dit, et le candidat de choix de tout le monde, c'est Brandon, le frère aîné de Glinden. Sauf que quand elle annonce ça, alors qu'ils étaient en train de dîner avec tout le monde, Creighton était présent. Et il n'a pas du tout kiffé. Il s'est littéralement levé, a arrêté de manger et est parti. Et là, il a jeté un regard à Annika où il lui a clairement fait comprendre que ça lui plaisait pas. Et il avait déjà dit à Annika que ça lui plaisait pas de prendre un faux petit ami parce que ils étaient dans une fête et ils avaient abordé le sujet et il lui a dit pourquoi pas moi quand elle a dit à tout le monde qu'elle ne voulait pas de Creighton comme faux petit ami. Et au fait, Annika, ben, elle savait qu'elle allait tomber amoureuse, hein, concrètement. Elle voulait pas encore plus se faire piétiner le cœur parce que Creighton, c'est clairement le genre de mec où vous connaissez la chanson de Taylor Swift I Knew You Were Trouble, genre tu sais que ce mec va te causer des problèmes, c'est exactement ça. Donc elle voulait les éviter hein, pour son petit cœur parce qu'elle savait qu'elle n'était pas assez forte pour ça. Hein. Comme je vous ai dit, Annika, c'est quelqu'un de très très soft. C'est pas
une badass. C'est plutôt un choix à la crème. Voilà. Anyway, donc après cette scène-là, ils se sont revus le lendemain au refuge et là, Creighton, il a littéralement fait tomber les masques parce qu'il a pris Annika dans tous les sens du terme. Il a eu un rapport avec elle, mais pas un rapport direct, un rapport indirect, vous m'avez comprise. Et il est bien fait comprendre auprès d'elle qu'elle n'avait pas le droit d'être avec personne à part lui-même. Et elle, franchement submergée par la douleur et par toutes les, nouvelles sensations qu'il lui faisait ressentir, elle a même pas essayé de lutter. Genre, c'était tellement évident pour elle qu'elle était à fond dedans que, malgré le fait qu'il ait des tendances BDSM, qu'il utilise des trucs qu'il ait jamais fait de sa vie, parce que c'est tellement nouveau pour elle d'avoir du plaisir et de la douleur simultanément, mais elle se laisse faire parce que ben, c'est Creighton. Et même elle, elle le dit dans le bouquin, elle se pensait pas être le genre de fille qui aimait ben, la souffrance en même temps que le rapport, mais disons que Creighton a exacerbé une noirceur en elle qu'elle savait toujours qu'elle était tapie quelque part dans l'ombre. Elle pensait qu'elle aimait les câlins à la bisounours et on fait l'amour et ces trucs-là. Mais ben non, elle, ce qui l'attire, c'est d'être totalement brutale et elle finit même par adorer ça. Creighton, lui aussi, il va la revendiquer et lui faire clairement comprendre qu'il n'y a pas d'autre mec qui est capable de la toucher s'il veut pas être buté de ses mains. Et elle ne essaie même pas parce qu'elle sait qu'il rigole pas du tout. En ce qui concerne la possessivité, Creighton, c'est 1000 sur 10, hein, franchement. Et du coup, c'est là que tous ceux qui ne veulent pas se faire spoiler devraient s'arrêter. Je vous laisse mon timecode comme d'habitude pour et mon avis et mes citations préférées. Surtout, n'hésitez pas à aller checker parce que les citations que j'ai prises de ce livre, ce sont des pépites. Je vous jure, si vous n'êtes pas convaincu de lire ce livre par ma vidéo, rien ne le fera. Anyway, donc Annika et Creighton, ils finissent bien évidemment par se rapprocher, est-ce parlant. Ils ont des rapports très fréquents. Ils exploitent énormément le oral. Vous avez compris de quoi je parle. Et ils passent pas vraiment à l'étape supérieure, si vous voulez, ils restent que dans l'oral. Et de fil en aiguille, ben, Annika, elle finit par demander des rendez-vous à Creighton. Et lui, il lui répond un truc comme quoi il fait pas de rendez-vous. Et elle lui dit qu'au fait, c'est pas une poupée de chiffon. Et que soit il a des rendez-vous avec elle, soit il la touche plus. Alors, il a pas le choix. Enfin, si, il en a, mais en vrai, il veut dater Annika. C'est un truc qu'il a jamais fait avec d'autres filles. Mais elle, comme je vous l'ai dit, elle est spéciale. Il le sait, on le sait. Alors, et franchement, pour moi, c'est la plus belle scène de Code of Pain. C'est la scène du toit, où ils ont leur premier date sur le toit du refuge pour animaux. Et elle cuisine pour lui. Bon, sa bouffe, elle est immangeable. Là. Ça avait des trucs des premiers dates, lui aussi. Il va lui confier des trucs sur lui. Il va sourire. Elle le prendra en photo parce que c'est genre la première fois qu'elle le voit sourire. Et comme ça, il y a la pluie qui commence à tomber sur le toit. Et elle disparaît franchement. Elle est en train de se plaindre parce qu'elle a passé 2 heures à faire ses cheveux et qu'elle veut vite être au sec pour pas ruiner sa coiffure. Elle doit toujours être impeccable. C'est la fille super coquette, Annika. Et ben, Crichton, il la suit pas. Et elle remarque le fait que ben, il adore la pluie. En fait, c'est un moment spécial pour lui parce que la pluie, c'est le jour où il a rencontré ses parents adoptifs. C'est le jour où il a décidé un peu de vivre. Donc, pour lui, la pluie, ça lui rappelle de très, très bons souvenirs. Donc, il est sous la pluie et il kiffe son moment, quoi. Ensuite, elle met de la musique classique et elle le rejoint et il commence à danser. Ah, c'était vraiment un moment extrêmement beau et extrêmement doux à lire et ça a aussi été un moment qui clé dans leur relation, si vous voulez, parce que c'est à ce moment précis que Creighton a décidé que Annika n'était plus seulement genre un passe-temps ou un bon plan, mais ça serait la sienne, sa petite amie, sa femme et la future mère de ses enfants et que même si elle le voulait, ah ben, elle pourrait plus lui échapper parce qu'il a décidé qu'ils seraient ensemble jusqu'à la fin, quoi. Oui, sans la consulter.
Mais comme je l'ai dit avant, Creighton, c'est un monstre de possessivité. C'est pas le genre de mec qui accepte ou qui aime que sa meuf ne serait-ce que touche un autre mec. Je vous jure, il y a des scènes où j'avais des barres de rire parce qu'elle a eu le malheur de prendre l'épaule de Rémi ou de toucher Brandon. Le mec, il pétait les plombs. Anyway, tout se passait bien pour le petit couple, ils étaient sur leur petit nuage violet, ils peuvent filer de parfait amour, quoi. Même Annika a perdu sa chasteté avec Creighton suite à un excès de jalousie de sa part parce qu'elle a essayé de l'ignorer pendant quelques heures, un truc comme ça. Enfin bref, le dénouement a été heureux pour les deux. Voilà ce que je peux dire. Elle a adoré ses tendances encore plus qu'avant et même lui, il a mis un point d'honneur à être le seul mec qu'elle aurait jamais dans sa vie. Donc tout va bien, il essaie même de lui faire un gâteau le lendemain pour se faire pardonner parce qu'il sait au fond qu'il a été un connard possessif. Donc le couple, il allait très bien, quoi. Ça roulait entre les deux, ils s'aimaient. Jusqu'au jour où le frère aîné d'Annika a surpris un baiser en plein milieu de la rue entre ces deux-là. Et ça lui a pas du tout plu. Mais alors là, pas du tout. Quand Jérémy a découvert le poteau rose, il a pris sa sœur par le bras et il l'a tout de suite détaché de Creighton. Et il lui a dit très clairement qu'il n'avait plus le droit de s'approcher de sa sœur. Et la seule raison pour laquelle il était encore en vie, c'est parce que il y a quelques mois de ça, il y a eu un incident dans la maison des Eatons, donc là où vit Jérémy avec son gang et tous ses gardes du corps. Il lui a dit que ben tu m'as sauvé la vie ce soir-là parce que oui, il a voulu sauver Annika, mais Annika voulait sauver son frère. Du coup, Creighton a sauvé la vie et de Annika et de Jérémy. Après, Nicolas il s'en est mêlé et tout le monde est sorti sain et sauf. Et c'est vraiment la seule raison pour laquelle Jérémy a décidé d'épargner la vie de Creighton parce qu'il considérait qu'il lui en devait une. Il a bien sûr entendu parler du fait du gros mensonge que Annika a balancé à tout le monde, comme quoi elle était avec Creighton ce soir-là, mais en fait c'était du pipeau parce qu'en fait ils n'étaient pas encore ensemble à cette époque-là. C'est après, ça s'est développé. Peyton, il est furax, il est prêt à attaquer Jérémy hein, concrètement et à lui refaire le portrait parce que Creighton, c'est aussi un combattant, il fait des combats clandestins et il adore la violence, il a besoin de sa dose de violence quotidienne, peu importe quel punching ball. Et la seule raison pour laquelle il se stoppe dans son élan, c'est Annika qui le regarde droit dans les yeux, le stoppe et lui dit c'est mon frère, tu peux pas lui faire du mal, je vais gérer ça. Il a décidé de lui faire confiance, malgré que ça lui brûlait la peau de la prendre comme un homme des cavernes et de la ramener chez lui. Mais il a cédé parce qu'il savait qu'il était sur une pente raide. En fait, si il ne faisait pas ça, il allait perdre Annika. Et le frère d'Annika, il a un plan, mais un plan extrêmement vicieux qui consiste à tout dire à leur père. Il lui dit à Annika que si leur père il est d'accord pour sa relation avec Creighton, Jérémy, il n'a pas de problème avec ça. Et il est intelligent parce qu'il sait que son père sera certainement pas d'accord. Après tout, c'est un des dirigeants de la Bradva et pour que son gendre ou futur gendre soit ou petit ami même de sa fille, un Anglais snobinard qui n'a rien à voir avec leur monde, mais qui en plus vient d'une famille qui s'exècre, ouais, Adrian, il risquait pas de dire oui, en fait. Anyway, du coup, Jérémy, il embarque Annika de force aux États-Unis. Enfin, de force, non. Elle y va de son plein gré, mais elle sait très bien qu'elle y va parce qu'elle doit parler à son paternel. Et dès qu'ils arrivent, ils sont accueillis par leur mère, tout va bien, ils dînent en famille, comme ils l'ont toujours fait dans cette maison. Et plus tard dans la soirée, quand Annika, elle regarde une photo de Creighton, parce que ça fait un moment qu'ils sont ensemble maintenant, sa mère débarque dans sa chambre et elle comprend tout de suite que sa petite fille, elle a grandi et que maintenant elle a un mec. Et elle était un peu en train de l'encourager jusqu'à ce que le plateau de pâtisserie qu'elle avait dans les mains, il tombe. Et Annika, elle comprenait pas trop pourquoi sa mère avait réagi comme ça quand elle avait vu les yeux de Creighton. Mais il faut savoir que dans Vow of Deception, donc la trilogie où on parle des parents d'Annika,
il y a un homme qui a essayé d'abuser de la mère d'Annika. Et quand son père a découvert le poteau rose, vous vous doutez bien qu'un chef de la Bradva n'allait pas laisser la personne qui avait tenté d'agresser sa femme indemne. Donc il l'a réduit en charpie et il a détruit toute sa réputation et il a détruit sa famille, y compris un gosse de 3 ans qu'ils avaient. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Et ouais, Creighton était le gosse dont la vie a été détruite par les parents de Annika. Et il faut savoir que ça fait des années, mais des années que Creighton cherche les responsables du massacre de sa famille. Mais à un point inimaginable, genre le mec il aurait tout fait pour avoir des renseignements sur ces personnes-là. Sauf que malgré son acharnement, malgré ses recherches, il n'y a qu'une seule personne qui a accepté de lui fournir des renseignements et c'était son cousin London. Sauf que London, il lui disait pas toute la vérité. Au fait, il obtenait un truc en échange de Creighton pour lui révéler une bribe d'informations. Et son frère Ellie s'en est mêlé parce que maintenant que Annika est aux États-Unis, il lui a expliqué que London, il savait tout depuis un moment et qu'il se jouait de Creighton juste pour obtenir ce qu'il voulait. Alors ils ont tendu un piège à London pendant qu'ils voyaient son indice à la Bradva. Ils l'ont suivi et quand ils l'ont attrapé, il a tout déballé. Donc en gros, on peut dire que et Annika et Creighton ont découvert à peu près au même moment que c'est sa famille à elle qui a détruit sa vie à lui et que lui, c'est le choc, il est amoureux de la fille des gens qui ont détruit sa vie. Donc vous voyez l'énorme quiproquo qui s'est produit. Ils sont passés de l'amour à la haine en une fraction de seconde. Et dans son malheur, Annika, elle a bien compris que maintenant avec Creighton, c'était mort. Ils sont rentrés au manoir où vivaient Creighton, ses cousins et son frère, parce que ils avaient kidnappé Nikolai. Nikolai, c'est le meilleur pote de Jérémy. Donc Jérémy y va et Annika est juste derrière lui parce qu'elle a vu la gueule de Jérémy quand il a reçu le texto disant que Nikolai venait d'être kidnappé et que s'il ne venait pas, ils allaient le tuer. Euh, il rentre, Jérémy, dans cet entrepôt et il voit Nikolai qui est attaché à la chaise et Creighton au-dessus de lui avec un petit couteau. Donc, il essaie tant bien que mal de convaincre Creighton de s'en prendre à lui plutôt que de s'en prendre à sa sœur ou de s'en prendre à son meilleur pote, mais Creighton ne l'écoute pas. Et Nicolas, il fait un truc con mais très courageux en même temps, c'est qu'il prend la lame qui est dans la main de Creighton et il essaie de se, de se trancher lui-même, si je puis dire. Et ça marche pas, Dieu merci, il saigne beaucoup, mais il est emmené à l'hôpital et on lui sauve la vie. Sauf que c'est pas terminé parce que Creighton, il s'en prend à Jérémy juste après et il y a une bagarre qui éclate entre eux. Et c'est là que Annika débarque. Au moment où Creighton, il a un couteau de pointe contre Jérémy, il a le dessus sur lui et Annika, elle sort un pistolet et elle lui dit s'il te plaît, me force pas à choisir entre toi et mon frère parce que je peux pas choisir entre vous deux. C'est limite les personnes qu'elle aime le plus au monde qui sont en train de s'entretuer sous ses yeux et elle est totalement impuissante. Du coup, quand Creighton commence à mutiler Jérémy, elle tire. Et ouais, moi aussi j'étais choquée. Elle tire sur Creighton et il finit au sol, il perd connaissance et il perd énormément de sang. Mais quand je dis énormément, c'est vraiment énormément. Au point où, dans le prochain chapitre d'Annika, il y a que des références au sang qui est sur ses mains, quoi. Annika, elle perd un peu la boule à ce moment-là parce que pour elle, c'est juste un rêve. En fait, c'est pas possible que tout ça soit réel. C'est juste un cauchemar. Elle va se réveiller et tout ça sera derrière elle. Sauf que Jérémy, il essaie de la secouer et de lui faire comprendre que non, c'est la vie réelle et que malheureusement, c'est bien arrivé, qu'elle a bien tiré sur Creighton et qu'il est à l'hôpital et que la première chose qu'elle doit faire maintenant, c'est de se barrer aux États-Unis là où son père pourra la protéger de toute éventuelle poursuite, parce qu'il a le bras long, Adriana, attention.
Et c'est ce qu'elle fait. Malgré elle, Jérémy l'embarque et l'emmène là-bas. Mais elle refuse de partir des États-Unis tant qu'elle ne sait pas que Creighton va bien. Sauf qu'à un certain moment, son paternel ne lui laisse pas le choix parce qu'il débarque aux États-Unis quand il apprend la gravité de la situation. Elle n'a pas tiré sur n'importe qui, mais sur le petit-fils d'un milliardaire, le fils d'un millionnaire, qui sont très 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 haut placés en Angleterre. Donc elle n'est pas sur son terrain de prédilection, mais le leur. Donc le père d'Annika, quand il débarque, il lui fait bien comprendre qu'elle doit monter dans l'avion illico presto. Et dès qu'elle arrive aux États-Unis, au fait, elle reçoit un texto de Rémi, qui est la seule personne en fait qui accepte encore de lui parler dans toute la bande, parce que ben, il sait qu'il y a anguille sous roche, il connaît Annika et que c'est pas dans sa nature de tirer sur quelqu'un de manière totalement random. Et elle est soulagée du fait que Creighton soit en vie, mais en même temps, elle doit se faire à l'idée que c'est terminé entre eux, qu'il n'y aura jamais d'avenir entre elle et Creighton et qu'elle est obligée de tourner la page. Ça a été très très dur pour elle psychologiquement, émotionnellement. Elle a failli faire une dépression, elle déprimait même. Je pense qu'elle n'est pas arrivée au stade de la dépression, mais de la bonne déprime. Et elle essayait tant bien que mal de s'occuper en allant, par exemple, à l'orphelinat, des refuges avec sa mère. Elle reprenait ses études de danse classique, mais il y avait toujours un petit vide dans son cœur qu'elle n'arrivait pas à combler. Et Creighton, lui, quand il s'est réveillé, qu'il a appris qu'elle s'était barrée aux États-Unis, il était furax, oui, parce qu'il savait que c'était un peu sa faute si elle lui avait tiré dessus. Il l'a provoqué en essayant de mutiler son frère et en menaçant de lui ôter la vie, quoi. Parce que c'était son but, ôter la vie de Jérémy pour faire souffrir les personnes qui sont responsables de tous ces traumatismes d'enfant, de tous ces cauchemars et de toute la noirceur que Creighton abrite depuis qu'il a 3 ans. Donc pour lui, c'était légitime ce qu'il faisait et il voulait mourir de la main d'Annika. C'était son souhait. Sauf que une fois que, comme je l'ai dit, il s'est réveillé, ça s'est pas passé comme ça et qu'il est très en colère contre elle parce qu'elle a décidé de partir contre le monde. Il se rétablit petit à petit, il reprend des forces parce qu'il est maintenant chez ses parents qu'il adore. Et il parle avec son père et il finit par lui dire qu'en vrai, il est encore amoureux d'Annika. Il le dit même à sa mère. Bon, eux, ils sont pas vraiment très chauds pour avoir une belle fille qu'à tirer sur leur fils. Mais ils connaissent aussi leur fils et ils savent que s'il ne se bat pas pour la fille qu'il aime, il restera toute sa vie malheureux. Et c'est vraiment pas ce qu'elle souhaite pour ce qu'ils souhaitent en fait pour leur enfant. Ils souhaitent qu'il soit heureux et qu'il s'épanouisse, même si c'est avec la personne que ni l'un ni l'autre n'aurait choisi. Du coup, Creighton il décide d'échafauder un plan machiavélique. On retourne à Annika. Annika, elle, elle est aux États-Unis, elle vit sa vie tant bien que mal, jusqu'au jour où une autre personne de la bande qui l'avait totalement ignorée jusqu'à ce jour la rappelle, Cécilie, l'une de ses colocs à la Royal University. Elle lui dit qu'elle est à New York et qu'elle aimerait beaucoup, beaucoup la voir. Alors, Annika, ni une ni deux, elle y va. Elle convainc sa mère et son garde du corps de la laisser aller sans protection et sans surveillance. Cécilie lui dit qu'elle va prendre l'avion dans quelques minutes, au fait, et elle aimerait bien que Annika l'accompagne. Et dès que Annika monte dans l'avion, ben, elle est assommée avec un produit chimique et elle sent l'odeur caractéristique de Creighton et ses muscles très saillants derrière elle, sauf qu'elle s'évanouit à la seconde. Et quand elle se réveille, elle est sur l'île déserte, privée du grand-père de Creighton, Jonathan King. Et c'est une île qui n'est pas sur la carte. Donc en gros, on peut encore chercher, mais on la trouvera pas. Dès qu'elle se réveille, elle essaie de s'échapper comme toute personne saine d'esprit. Sauf que il n'y a pas où aller. C'est une île. Donc sa seule issue, c'est l'océan. Elle décide d'essayer de nager, sauf qu'elle a failli se noyer et a été secourue in extremis par Creighton, qui a décidé de la punir en la Baise-E-R. Hein? Ce passage m'avait grave fait rire d'ailleurs. Ah,
Vraiment, Rina, parfois, elle nous sort des trucs. En plus, je m'étais dit, c'est sûr que ça va arriver maintenant qu'elle s'enfuit en courant. Et en fait, tout le séjour, ça va être comme ça. Ils vont avoir des rapports, ils vont se chamailler, ils vont se rabibocher jusqu'au jour où, en fait, Annika, elle essaie tant bien que mal de se faire pardonner par Creighton et elle finit par comprendre qu'il n'y a pas d'espoir. Et quand elle finit par avoir cette constatation, elle s'enferme dans un mutisme terrible, même pire que celui de Creighton, si vous voulez. Et lui, ça lui plaît pas du tout, parce qu'il connaît une Annika dynamique, une Annika vivante, et le jour où il décide de la confronter et de lui parler, elle a décidé de faire quelque chose d'horrible, en fait, et de monter en haut de la falaise de l'île, et enfin d'essayer de sauter la vie. Sauf qu'il la convainc de ne pas le faire et il réussit à lui expliquer son point de vue. En fait, il ne l'a pas kidnappée parce qu'il voulait la faire souffrir, il l'a kidnappée parce qu'il voulait qu'elle le choisisse égoïstement. Tout comme lui, il n'arrivait pas à se défaire d'elle, il voulait pardon, que elle aussi, elle n'arrive pas à se défaire de lui et qu'elle l'aime à un point où elle le préfère à sa propre famille, sa mère, son père et son frère. Sauf que c'est impossible, elle les aime trop. Elle aime trop sa famille pour renoncer à eux. Même si elle aime Creighton, elle les aime du même type d'amour, en fait. C'est sa famille, chacun a sa place, quoi. Et ils redescendent de cette falaise. Et quand ils essaient de rentrer après cet incident vers la maison de Jonathan, quelqu'un frappe Creighton sur la tête, tombé au sol, et il y a des gens qui sont en train de l'empêcher de bouger. Et c'est là qu'on entend une voix russe dire dans un talkie-walkie, on l'a patron. Le père d'Annika, Adrian, il débarque et il pointe un pistolet sur la tempe de Creighton en mode comment as-tu osé kidnapper ma fille? Parce que ça fait une semaine que toute sa famille est sans nouvelles d'elle, qu'elle n'a pas eu le droit de les appeler, de les prévenir, de leur dire qu'elle allait bien, rien du tout. Alors lui, Adrian, là, il est en mode pétage de plomb. Sauf que vous vous doutez bien qu'Annika ne va pas le laisser s'en prendre à l'homme qu'elle aime. Et elle va faire un truc très courageux, mais aussi prendre le pistolet et se le mettre sur sa tempe à elle. Et elle dit à son père, si jamais tu fais du mal à Creighton, ben tu vas me perdre. Et là, c'est pas Adrian, mais bien Creighton qui réussit encore à convaincre Annika de ne pas faire ce geste débile, parce que si jamais elle le fait, il la suivra dans la mort. Chose que j'ai trouvé très mignon, mais aussi très glauque. Bref, après ce deuxième incident, en même pas l'espace de 10 minutes, le père d'Annika ordonne de plier bagages et de venir avec eux parce que si sa fille l'aime au point où elle est prête à s'infliger cette chose extrême pour lui, c'est que ça y est, elle a choisi l'homme qu'elle voulait et même si Adrien le déteste et même s'il a toujours espoir que ça soit qu'une amourette de passage et qu'elle le laissera tomber, il aime trop sa fille pour risquer sa vie, quoi. Donc il l'accepte pas, mais il le tolère malgré lui. Et il l'emmène aux États-Unis pour que Creighton rencontre Lia et que il soit un peu introduit à la famille, si vous voulez. Et bizarrement, il réussit à conquérir le cœur de la mère de Annika. Bon, c'est pas le cas du père, mais on monte tout doucement. Il y a aussi le garde du corps Yann et les crises de jalousie de Adrian et de Creighton. Franchement, Creighton, c'est un mini Adrian, je veux rien entendre. Ils m'ont fait péter de rire ces deux-là quand ils se sont ligués contre ce pauvre Yann pour l'envoyer à l'armée russe juste parce qu'il était charmant et que leur meuf les préférait à eux. C'était trop drôle. Bref. Et du coup, voilà, les problèmes sont enfin terminés pour ce couple. Ils refilent de parfait amour. Certes, ils ont énormément de choses à surmonter, notamment le fait que Creighton doit maintenant accepter le fait que Annika aimera toujours sa famille et aussi le fait que Annika accepte les traumatismes de Creighton, qu'elle s'excusera toujours pour ce que ses parents ont fait, mais après tout, c'est légitime. Même Creighton, quand il a rencontré Lia, la mère d'Annika, il s'est excusé du fait que son père était un vrai connard et qu'il ait même essayé de faire ça sans son consentement, quoi.
Et voilà, c'est la fin du tome 2 de God of Pain. On a ces deux-là qui se promettent d'être tout l'un pour l'autre et qui vont finir leur vie ensemble. Alors, en ce qui concerne mon avis sur ce tome, j'ai adoré. Franchement, la tension avec l'histoire des parents de Creighton et des parents d'Annika, c'était une pépite. J'ai jamais vu un livre qui m'a autant tenu en haleine, à part Vow of Deception. Franchement, elle a très bien trouvé le plot de ce livre. 10 sur 10. En ce qui concerne les scènes de smut, ouh, prenez une bouteille d'eau fraîche, surtout en cette chaleur, parce que waouh, c'est hot. Alors, pour celles qui sont dans le délire BDSM, vous allez être servi. Il y a des cordes, il y a des vibros, il y a des cordes, il y a de tout. En fait. Il utilise à peu près tout ce qui est en son pouvoir, les morsures, pour lui faire éprouver et le plaisir et la douleur simultanément. Donc, pour celles qui sont à fond sur le smut hard, vous allez être servi. Globalement, c'est une excellente dark romance. J'ai rien à redire parce qu'en fait, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai aimé, je me suis attachée au personnage. C'est encore un 10 sur 10. Franchement, Rina, t'es la queen. J'ai rien d'autre à dire. Lisez-le. Lisez-le parce que c'est trop bien. C'est trop, trop, trop bien. Ah, t'arrives à la fin. Je vous jure, si j'avais pas trois autres, non, quatre autres livres qui m'attendaient, je m'étais en mode je veux le relire. Mais ils sont juste trop mignons et j'ai hâte. J'espère qu'elle a une espèce de épilogue regroupé comme elle a fait pour tous les autres. Parce que j'en ai besoin en fait. Je veux savoir ce qui se passe dans 20, 40 à 50 ans avec ces deux-là. Ils ont une histoire trop belle, une histoire tourmentée qui, Dieu merci, a bien fini. Rien d'autre à dire à part bon, c'était trop beau. Ah, en ce qui concerne mes citations préférées, j'ai. Alors accrochez vos cœurs, mesdemoiselles, parce que c'est du lourd. Je l'embrasse comme je n'ai jamais embrassé personne auparavant, car je n'ai jamais embrassé personne auparavant. J'ai toujours considéré que ça ne servait pas à grand-chose, jusqu'à ce que cette fille fasse irruption dans ma vie. J'aime passer du temps avec elle. Elle est cette lumière dont je pensais pas avoir besoin et la seule personne capable de combler le vide. Mais pourquoi tu aimes ma cuisine? C'est parce que tu y mets du cœur, pas parce que c'est bon. Le pauvre. Je caressais ses cheveux et ne peux m'empêcher d'inspirer. Son odeur de violette, il coule dans mon sang, lentement mais sûrement, au point de devenir une part de moi. La pluie tombe sur nous comme pour témoigner de ce moment, du moment où j'ai décidé qu'Annika Volkov ne pourrait pas m'échapper, même si elle le voulait. Il est à la fois le soleil et la lune, et je ne peux échapper à son orbite. Tu es la seule personne qui ait jamais réussi à toucher mon âme, à voir mes côtés les plus laids, les plus pourris, mais tu es resté malgré tout. Tu t'es donné à moi malgré le vide qui m'habite. Tu m'as même comblé de ton énergie inépuisable, de ta couleur violette et de tes putains de violettes. Je ne comprenais pas comment tu pouvais m'aimer alors que je ne m'aimais pas moi-même. Pourquoi tu te battais pour que je vive des choses normales malgré mon désintérêt? Ah, ces deux-là m'ont fait fondre comme du chocolat. Je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Ciao!